Le nombre de participants augmente de seconde en seconde. Bon, alors bienvenue. Bienvenue. Alors moi, je suis Hélène Ducourant. Je suis sociologue à l'Université Gustave Eiffel et spécialiste des questions de crédit, d'endettement et de consommation. Et aujourd'hui, eh bien, je vais introduire et modérer cette rencontre qui prend la forme d'un webinaire. Alors, je vais partager mon écran à partir de maintenant. Voilà, alors ce webinaire, il est organisé par 17 acteurs, dont les logos apparaissent ici, sur le fond de la diapo. Et parmi ces acteurs, on compte 9 réseaux européens d'associations qui représentent, qui parfois fédèrent des assos de consommateurs, des assos familiales, des médiateurs de dette, alors expression un peu moins connue en France, mais aussi des assos qui interviennent sur d'autres champs tels que les personnes âgées ou bien le sans-abrisme. Alors, dans tous ces réseaux, il y a des acteurs français. Alors, pour en citer quelques-uns, au sein du BUC, en haut à gauche, le Bureau européen de l'Union des consommateurs, il y a l'UFC Que Choisir. Au sein de Family Europe, il y a l'UNAF. Au sein de l'ECDN, European Consumer Debt Network, on trouve Crésus. Alors, vous le voyez sur la diapo, il y a encore d'autres acteurs que je n'ai pas cités qui jouent pourtant un rôle important pour ce qui nous occupe ici. J'en cite quand même 2 ou 3, Finance Watch, Financial Inclusion Europe et COFACE. Alors, ces organisations, elles ont décidé de construire une coalition pour travailler ensemble sur des thèmes qui leur sont chers. C'est quoi? C'est la prévention du surendettement, l'inclusion bancaire et l'accès à un crédit responsable et en même temps ouvert au plus grand nombre. L'objectif de cette coalition, c'est de se rassembler pour se faire entendre à Bruxelles, que ce soit auprès de la Commission, du Parlement ou du Conseil européen. Et c'est ce qu'ils font depuis une bonne année maintenant, de façon à promouvoir des propositions qui favorisent, je cite, un marché du crédit sans danger, équitable, inclusif et durable. Alors, si cette coalition elle est active depuis une année, bon, ce n'est pas un hasard, hein, c'est parce que, vous le savez, une nouvelle directive crédit est dans les tuyaux à Bruxelles et elle devrait être votée avant l'été. La précédente directive datait de 2008 et, il faut le dire, le marché du crédit a beaucoup évolué depuis cette époque, ce qui explique l'arrivée de cette nouvelle directive. Alors, en ce moment, à Bruxelles, des rapports qui préparent le texte final de la directive sont en cours d'écriture, ou plutôt d'achèvement d'écriture. Et du coup, les discussions et les négociations battent leur plein. Alors, dans ce cadre, la coalition, elle agit à Bruxelles, mais elle agit aussi, et mon PowerPoint est figé, elle agit aussi, elle cherche aussi à enrôler, à intéresser, à faire participer les acteurs, la société civile dans chaque pays. Et c'est dans ce cadre que font sens les webinaires pays, tels que celui qui nous réunit aujourd'hui. Alors, je vais essayer de repartager mon écran. Voilà, hop. Et ça me fait la même chose. C'est pas grave. Alors, nous avons un peu plus d'une heure pour comprendre les enjeux de cette directive. Et pour cela, voilà comment on va s'organiser. Dans un premier temps, je vais donner successivement la parole à 3 personnes qui connaissent bien le dossier et j'en profite pour les remercier d'être là. Alors, tout d'abord, je donnerai la parole à Olivier Jérusalemi. Olivier qui est belge. Olivier, tu as commencé ta carrière professionnelle il y a une trentaine d'années en tant que conseiller crédit dans une banque mutualiste et depuis, tu as travaillé dans différentes organisations sur les questions d'endettement, de surendettement et plus largement d'inclusion financière à une échelle européenne. Et tu as fondé l'association Financial Inclusion Europe et tu es très investi dans la coalition. Après, je donnerai la parole à Pauline Dujardin, qui est chargée de mission et juriste chez Crésus. Alors, Crésus, c'est un réseau de 29 associations sur tout le territoire qui accompagnent les personnes en difficulté financière. Et Pauline, parmi tes missions, tu représentes Crésus au CCSF et tu es vice-présidente de l'ECDN. Tout à fait, merci Hélène.
Enfin, je donnerai la parole à Marc Bégry, qui nous rejoint dans un instant parce qu'il est en train de discuter avec le gouverneur de la Banque de France. Sa direction, elle supervise les missions de la banque relatives au surendettement, au droit au compte, aux fichiers d'incidents et bien d'autres choses encore. Et elle abrite notamment l'Observatoire de l'inclusion bancaire. Voilà, alors chacun d'entre vous, vous aurez 7 minutes montre en main pour présenter quelques éléments qui vous semblent intéressants par rapport au projet directif là où il en est aujourd'hui. Et ensuite, je donnerai la parole à 3 acteurs associatifs qui poseront des questions liées soit à leur expertise et ou au public des associations qu'elles représentent. Il y aura d'abord Mathieu Robin pour l'UFC Que Choisir, qui est spécialiste de longue date du secteur financier. Il y aura Thibault Largeron, qui représente le réseau SOS Famille d'Emmaüs. Et enfin, il y a Geneviève Collat, qui s'occupe de plein de choses pour le Secours catholique, et notamment de l'accès aux moyens de paiement et de l'inclusion bancaire. Alors, j'ajoute que ces 3 associations, elles font partie d'un collectif interassociatif qui rédige en ce moment un nouveau manifeste de l'inclusion bancaire dont vous entendrez probablement parler d'ici peu. Voilà, je m'arrête là. Tout ça pour vous dire que voilà, on va procéder de la sorte et qu'à la fin, donc environ vers midi, on prendra les questions de la salle et les questions de l'assistance. Vous pouvez les poser via le petit onglet Q&R comme questions et réponses. Moi ou d'autres, on les prendra, distribuera, etc. Voilà, c'est comme ça qu'on a décidé de procéder. Alors, ce que je vais faire, c'est passer la parole de suite à Olivier. Merci à tous. Merci beaucoup Hélène pour cette introduction. Alors moi, je vais juste dire 2 mots concernant Financial Inclusion Europe, en effet, qui est une organisation assez récente, vu qu'elle n'a pas encore fêté sa première année. Mais effectivement, sur le dossier crédit, on a rassemblé une série de spécialistes, mais aussi de praticiens. Notre association, elle regroupe aussi bien des académiques que des gens de terrain qui s'intéressent aux problématiques d'exclusion financière de manière générale, mais évidemment, la problématique de l'accès à des crédits adéquats et des problématiques liées au surendettement sont assez centrales dans notre travail. Donc, depuis 25 ans, 30 ans, évidemment, le temps passe, merci. Comment dire, j'ai accumulé pas mal d'expérience dans ce domaine et ce qu'il faut dire par rapport à cette directive, d'abord, c'est que, et ce projet en discussion, c'est qu'on a quand même remarqué que beaucoup de crédits sont octroyés qui ne sont pas dans le périmètre, j'allais dire, de la directive crédit de 2008. Et on se rend compte que beaucoup de crédits qui n'étaient pas dans ce périmètre, parce que considérés ou on les envisageait comme non dangereux ou peu coûteux, se sont révélés au fil des ans pas du tout aussi j'allais dire, innocents que ça. Et au contraire, on s'est rendu compte que ces crédits étaient particulièrement utilisés par les publics fragilisés et que cet usage de crédits non réglementés, assez mal encadré, générait de grosses difficultés sur le terrain. Donc, on a compris que ce n'est pas parce qu'un crédit est d'un montant important qu'il est dangereux. Au contraire, en général, dans ce cas-là, on fait beaucoup plus attention à la manière de l'octroyer. Donc, la question aujourd'hui, et un des gros enjeux que j'ai envie de souligner pour commencer, c'est le fait que le périmètre couvert par la directive crédit soit le plus large possible et englobe tout type de crédit et tout type de services financiers qui ressemble à un crédit, qui a la couleur du crédit, l'odeur du crédit, et qui est a priori mis à disposition de publics potentiellement précaires et en instabilité financière. Là, de gros enjeux sont là au niveau des discussions. Beaucoup de participants au dialogue au niveau de Bruxelles sont contre l'intégration d'un certain type de contrat de crédit. Je citerai simplement certains types de location longue durée, les paiements échelonnés, comme on dit en français. En anglais, on dit buy now, pay later. Ce type de crédit, soit ne veulent pas être intégrés, soit veulent l'être avec des régimes d'exception qui, selon nous, risquent de mettre à mal la protection du consommateur. Le deuxième point sur lequel je voudrais insister également, ce sont les enjeux des discussions actuelles sur l'étude de solvabilité qu'on requierrait de manière obligatoire pour tout octroi de crédit et sur le type de données qui sont utilisées pour cette étude de solvabilité. Alors, nous insistons beaucoup
pour que, quel que soit le type de crédit, une étude de solvabilité soit faite de manière tout à fait sérieuse et professionnelle, dans la mesure où, comme on l'a dit, un petit crédit, ça n'existe pas en soi, c'est relatif à un niveau de revenu, c'est relatif à éventuellement un budget très tendu ou voire déjà déséquilibré, et que dans une situation déséquilibrée de budget, quel que soit le type de crédit, on aggrave la situation. Donc, il y a des tas de situations pour lesquelles ce n'est pas un crédit dont on a besoin, mais c'est d'une aide sociale, c'est d'un recours à des réductions de frais de budget pour équilibrer un budget, mais on n'équilibre pas un budget avec un crédit. Ça n'existe pas. Donc, cette étude de solvabilité, elle est vraiment au cœur des discussions, d'autant que les innovations techniques, technologiques aujourd'hui, les évolutions réglementaires en matière de, alors en bon français, on appelle ça l'open banking à Bruxelles, qui est donc la possibilité de donner à un intermédiaire la capacité de faire des analyses sur les comptes en banque dont on dispose, sont selon nous une excellente manière de pouvoir véritablement mesurer l'équilibre budgétaire en place et le cas échéant, de peaufiner, ajuster le crédit demandé aux capacités réelles du consommateur. Alors, qu'est-ce qui est encore, selon moi, véritablement important? Il y a beaucoup de points qui sont importants dans cette directive, mais il y a la question du taux d'usure. Alors, le taux d'usure, en France, vous connaissez, c'est une tradition longue et tant mieux. Il faut savoir que ce n'est pas le cas dans tous les pays d'Europe. Et là-dessus, j'aimerais vraiment entendre la France et ses représentants porter de la voix à Bruxelles pour que le modèle français et ou allemand et ou belge, c'est-à-dire qu'il y a différentes méthodes pour élaborer un taux maxima légal, mais en tout cas favoriser le fait qu'une définition d'un taux maxima légal par type de crédit devienne une norme au niveau de l'Europe. Ça, c'est absolument essentiel, même si les méthodes à employer pourraient différer d'un pays à l'autre. Mais avoir une définition européenne, et là, je peux vous dire que on ne discute pas toujours de manière très polie à Bruxelles hein, sur cette question-là. L'autre point, et donc là, on reviendra peut-être de manière un peu plus technique sur ce qu'on doit englober évidemment dans ce coût du crédit maximum. Évidemment, tous les frais doivent s'y trouver, sinon ça ne sert absolument à rien. Il y a un point qui nous paraît effectivement nouveau et très intéressant, c'est l'idée de développer la détection des difficultés financières et de proposer déjà au niveau du prêteur un accompagnement et un ajustement des conditions, des termes et conditions aux consommateurs qui rentreraient des difficultés financières. Ça, il faut vraiment l'inscrire de manière beaucoup plus forte et concrète dans la directive. Et également, un autre article qui doit j'allais dire, encore être bien défendu par une série d'associations, c'est le fait qu'on généralise et que les États membres généralisent l'offre aux personnes qui rentreraient des difficultés, un service de conseil aux personnes endettées, qui soit professionnel, indépendant de tout type de prêteur et gratuit. On en est loin. En France, on a un représentant de Crésus qui est, j'allais dire, le cheval de bataille et le principal, j'allais dire, médiateur de dette, comme on dit du côté belge de la frontière, ce métier-là. Mais là encore, peu de pays en disposent déjà, peu de pays ont un dispositif qui fonctionne très très bien. Donc, je pense que j'ai déjà épuisé mes 7 minutes. J'ai des tas d'autres choses à vous raconter, mais je pense qu'il y a Pour une d'autres minute, si tu personnes. veux. Ah, ben écoute, alors, bon, nous, on insisterait aussi pas mal sur le fait qu'on développe et on mette en place, bon, ce n'est pas à nous de le faire, ce serait plutôt l'autorité bancaire européenne qui développe des indicateurs très précis qui permettraient de mesurer en temps réel ou en tout cas de manière régulière la qualité du marché du crédit, ce qui veut dire pour nous les taux de défaut des prêteurs, donc combien de crédits sont en défaut de paiement. C'est un bon indicateur quand même de ce que fait ce prêteur quand on compare aux autres pratiques. Par type de crédit, évidemment, ça permettrait de déterminer quels crédits sont un peu plus dangereux que d'autres et éventuellement par méthode de mise en vente, parce que là encore, on s'inquiète de la digitalisation et est-ce que les modes digitaux vont permettre de garantir un taux de défaut relativement faible. Je m'arrête là, je pense que la minute est écoulée et je vous repasse la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir commencé avec des questions à la fois générales et un tout petit peu techniques sur ces enjeux de périmètre, de solvabilité, de prise en charge par les prêteurs des difficultés financières et d'usure. Je propose à Pauline de continuer, peut-être à la fois avec son expérience de juriste qui suit ça et avec sa casquette Crésus, qui, comme SOS Famille, accompagne les individus en difficulté budgétaire.
Merci beaucoup, Hélène. Merci, Olivier, pour cette présentation qui, pour moi, reprend les enjeux majeurs de ce projet de directive. Alors, c'est vrai que moi, je souhaite finalement rebondir sur ces éléments-là, alors peut-être pas tous, mais aussi pour amener qu'est-ce qui concerne la France, qu'est-ce qu'on voit comme problème vis-à-vis de ces thèmes-là en France. Alors bon, dans un premier temps, par rapport au champ d'application, donc là, moi, je suis, nous, on est vraiment ravis qu'il y ait une prise en compte de ces nouveaux types de crédits. Donc, tu parlais du paiement fractionné, il y a aussi les microcrédits, enfin les mini-crédits, pardon. Alors, aujourd'hui, c'est un phénomène qu'on a du mal à mesurer. Pourquoi ? Parce que ça passe finalement sur des relevés de compte en paiement carte. Et nous, à notre niveau, on nous demande souvent la mesure de ces nouveaux types de crédits. Et honnêtement, c'est un travail qui est extrêmement compliqué et fastidieux. Alors, si pour nous, c'est compliqué de le mesurer, on peut aussi faire le parallèle avec l'étude de la solvabilité dont je parlerai après, comment un potentiel prêteur peut mesurer ce type d'engagement. Par rapport à ces points-là, même si on ne peut pas le mesurer, j'aimerais finalement revenir sur mon expérience de Crésus et vous dire, et je pense que vous l'imaginez bien, que la porte de Crésus, c'est souvent une demande de microcrédit. Je m'occupe du formulaire de contact de la fédération et souvent on nous dit j'ai besoin d'un microcrédit sans forcément nous dire pourquoi et souvent c'est pour racheter des dettes. Et donc on voit bien que le réflexe des personnes en situation de difficulté, en situation de vulnérabilité n'est pas tant de chercher d'autres solutions mais que de rester dans cette spirale du crédit. Et autant être très honnête, quand on regarde certaines offres, alors je parle surtout des mini-crédits, il y a un ciblage qui est fait et je ne mentionnerai pas le nom, mais par exemple, je me souviens avoir vu pour les fins de mois difficiles. Nous, bien évidemment, on s'occupe de personnes en situation de surendettement et on sait bien et on essaie de faire la promotion du fait que pour se sortir d'une situation de surendettement, ce n'est pas reprendre un nouveau crédit et c'est bien évidemment, tu parlais d'aide sociale, mais aussi de connaître les dispositifs d'accompagnement des personnes en difficulté financière qui sont disponibles sur le territoire. Alors, on parlera des associations qui accompagnent comme nous, mais également de la procédure de surendettement, qui est une procédure qui est extrêmement protectrice des débiteurs et qui aujourd'hui a encore une mauvaise réputation qui fait que les gens ne se tournent pas vers ce type de procédure. Alors, quant au périmètre, on a parlé du paiement fractionné, on a parlé du mini-crédit. Alors, on peut peut-être parler rapidement aussi de la LOA, la location avec option d'achat, qui était exclue de la première directive, donc la directive de 2008, du champ d'application de la directive. Alors, en France, on a un régime un peu particulier parce qu'on assimile la LOA à un crédit, mais je pense on ne peut que saluer l'intégration de la LOA, qui est un engagement durable dans le périmètre de la directive et notamment pour les autres pays, les autres États membres. Je voudrais m'arrêter également sur l'étude de solvabilité. Alors, enfin, on voit dans cette directive et dans une disposition européenne la prise en compte, non pas de l'endettement préalable, mais la prise en compte du budget, la prise en compte du reste à vivre. Et le projet de directive mentionne bien les dépenses, enfin les ressources et les dépenses. C'est vraiment une avancée. Après, on voit bien que les discussions à Bruxelles se portent de manière très importante sur cette évaluation de la solvabilité. Et le commissaire Reinders disait, je crois que c'était la semaine dernière, c'est toute la difficulté de cette directive, c'est de réussir à protéger les personnes, parce que c'est l'objectif de la directive, sans exclure toute la population, et notamment les populations vulnérables, de l'accès au crédit. Comme tu le disais, Olivier, c'est vraiment important. Aujourd'hui, on a des évolutions techniques qui permettent de faire une étude de solvabilité en respectant les données personnelles et en s'assurant que la personne, de manière durable, pourra rembourser son crédit. Après, je pense qu'il faut faire attention. Et alors, je me trompe peut-être, mais je ne suis pas sûre d'avoir vu de propositions par rapport à ça. Il faut vraiment faire attention aussi aux gens qui sont exclus de toute la numérisation et qui ne peuvent pas avoir accès à ce type de solution.
Par rapport à ça, nous, c'est vrai que ça fait partie de nos projets. On a lancé une appli qui va aider à la gestion de budget et également de pouvoir dire quel est mon reste à vivre en se basant sur le comportement durable de la personne et puis ses évolutions possibles. Et puis pour finir, alors je ne sais pas, Hélène, où j'en suis dans le temps. Pour finir, Allez, encore 2 minutes. Il y a encore 2 minutes. Bon, alors je vais parler des mesures d'accompagnement. C'est une bonne chose que la directive prenne à bras le corps. En tout cas, mentionne au moins ces procédures d'accompagnement pour les personnes en difficulté. J'ai envie de dire qu'on a déjà quand même un cadre en France qui permet, je pense, une protection plus importante que dans d'autres pays européens. Et c'est pour ça qu'on doit vraiment se féliciter de l'introduction dans la directive. Je représente le CDN aussi, donc les autres États membres, on doit vraiment se féliciter de l'introduction de ces dispositions. Et c'est vrai que, alors j'en reparlerai quand je parlerai des conseils, des médiateurs de dette, mais j'ai fait pas mal de présentations du système français, notamment avec Monsieur Béguéry, de l'inclusion bancaire, de l'offre client fragile, des points conseil budget. Je pense qu'on a une longueur d'avance en France et je pense qu'on peut se féliciter que, en tout cas, dans les lignes de la directive, ces avances soient prises en compte. Et puis enfin, sur le conseil gratuit et sur la médiation de dette, enfin une reconnaissance, alors pour nous en France, mais aussi pour les membres, là je parle au nom de l'ECDN, il y a une vraie volonté de reconnaître ce conseil et cet accompagnement des personnes par un tiers dans les difficultés financières. Je rebondis sur ce que je disais en début d'intervention. Souvent, les gens prennent un crédit parce qu'ils sont dans la spirale du surendettement. Ils craignent les procédures qui existent pourtant et qui sont hyper protectrices en France. Et c'est vraiment en développant ces structures d'accompagnement tierces qu'on va pouvoir, je pense, permettre de régler beaucoup de situations. Et c'est vrai que c'est un mouvement en fait de la Commission européenne. Il y a eu un appel à projet, il y a eu toute une série de conférences sur la médiation de dette qui avait été organisée dans le cadre d'un appel à projet. Là, on travaille dans le cadre d'un autre appel à projet sur la formation des médiateurs de dette au niveau européen pour les pays qui n'ont pas d'organisation. Donc, je dirais qu'il y a encore évidemment des évolutions et on voit que dans les discussions de la directive et des différents amendements, il y a des évolutions qui vont être attendues et qui vont, je pense, rentrer dans le marbre. Mais je pense qu'on peut déjà se féliciter petit 1 de ce projet de directive et puis finalement d'avoir été un petit peu en avance en France, même si on voit bien que les dispositifs qui sont existants en France ne sont pas encore suffisants. Merci, ton temps est écoulé. Merci d'avoir évoqué comme ça rapidement, d'avoir croisé le thème du crédit comme solution, des difficultés financières, des nouvelles formes de souscription et des nouvelles offres sur le marché et des choses qu'on retrouve pour l'instant dans ce projet de directive sur l'accompagnement des publics fragiles. Je vais passer à présent la parole à Marc Béguéry qui nous a rejoint, qui est donc le directeur des particuliers de la Banque de France. Oui, bonjour. Merci beaucoup de votre invitation. Vous m'entendez bien ? Très bien, merci. Et pardon par avance pour le bruit qui est derrière, la rue est très bruyante. Donc, 7 minutes, c'est parti. Alors, bon, à titre préliminaire, d'abord, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, je voudrais rappeler le rôle de la Banque de France. Naturellement, on n'est pas en charge des discussions à Bruxelles sur la révision des directives, c'est la DGT. Et on n'est pas non plus en charge de la supervision des établissements financiers dans l'application de la réglementation. Ça, c'est le CPR. Mais comme ça a été cité là, gentiment par Pauline, la Banque de France traite effectivement les situations de surendettement en France et donc elle assure également par ailleurs un rôle de suivi et de promotion des dispositifs d'inclusion financière. Et à ce titre, on suit bien sûr avec une grande attention tous les sujets qui sont susceptibles d'avoir un impact en matière d'endettement et de surendettement. Alors, si on prend un peu de recul et qu'on regarde depuis 10 ans l'évolution de l'endettement des ménages surendettés, pour éclairer un petit peu les débats, on constate 2 choses. Bon, d'abord, la part relative des dettes financières, c'est-à-dire les dettes de crédit de toutes sortes dans les dossiers de surendettement en France en 10 ans a diminué. Elle reste très majoritaire, il ne faut pas non plus exagérer, mais en 2010, 95% des dossiers comprenaient au moins un crédit, il n'y en a plus que 80% en 2021,
Et l'encours des crédits représentait 83% du montant total des dettes en 2010. C'est 69% maintenant. Et si on élargit un peu la focale au-delà des dossiers de surendettement, que l'on regarde les inscriptions au FICP, donc le fichier des incidents de remboursement sur les crédits pour les ménages, on voit que la volumétrie a fortement baissé. On était sur des volumes qui étaient de l'ordre de 300 à 350 000 nouvelles inscriptions par trimestre en 2014-2015. Et on est actuellement entre 200 et 250 000. Alors bien sûr, on est dans une période qui reste un peu paradoxale, consécutive à la pandémie, avec des banques nous le confirmaient encore là ces derniers jours, un très faible niveau d'incidents sur les comptes des ménages et par conséquent également sur les crédits. Mais ces tendances à la baisse que j'évoque sont antérieures. Un seul chiffre, par rapport à 2014, le nombre de dossiers de surendettement a quasiment été divisé par 2. On était à plus de 230 000 dossiers en 2014, on a été à 120 000 en 2021. Alors, il y a plusieurs raisons à ça et je ne veux pas prendre trop de temps, mais naturellement, je voudrais focaliser sur l'une d'entre elles, c'est la réglementation qui a été mise en place en 2008 et la transposition, notamment au travers de la loi dite Lagarde. Et on a bien observé, et ça se traduit par les chiffres que j'ai donnés, qu'un meilleur encadrement des pratiques et la priorité qui a été donnée en France, notamment au crédit amortissable par rapport au crédit renouvelable, c'est-à-dire à des choses qui sont pensées comme étant mieux pilotables, en tout cas pour les ménages, a indéniablement porté ses fruits. On l'a vu aussi d'ailleurs par le fait que le nombre total de crédits qui sont présents dans les dossiers de surendettement a baissé. Et tout ça pour dire efficace qu'une législation efficace, ça existe, ça marche. Et donc, c'est un facteur de motivation pour les travaux sur la révision de cette directive. Ce qu'on peut observer d'ailleurs, c'est que quand une directive est bien proportionnée, ça n'a pas empêché le marché du crédit à consommation de rester dynamique en France. Si en 2021, par rapport à 2014, on avait un encours de crédit à la consommation qui était supérieur à peu près d'un tiers en France, donc en 7 ans. Et si on prend globalement l'ensemble des crédits aux ménages, donc à la fois consommation et puis immobilier, pardonnez-moi de m'écarter là un tout petit peu du champ du séminaire, l'endettement des ménages français est même un peu supérieur à celui des ménages de la zone euro dans son ensemble. L'endettement représente en 2021 à peu près 68% des revenus des ménages contre 63% pour la zone euro. Alors, pour finir, par rapport aux enjeux de la révision de la directive, nous n'observons pas à ce stade, dans les dossiers de surendettement, de développement, ni des mini-crédits, ni des paiements fractionnés. Il faut dire que le montant et la forme de ces crédits n'en facilitent pas l'identification, mais au-delà de ça, on pense que simplement on est à un stade où ça n'a pas encore de conséquences si jamais ça doit en avoir dans l'avenir. Même chose d'ailleurs sur la LOA qui est, elle, mieux identifiée et plus présente, mais elle n'est finalement présente que dans 2% des dossiers que l'on regarde. Alors pour autant, nous restons très attentifs par rapport au développement annoncé de ces types de financement. Là, je reviens sur les paiements fractionnés et les mini-crédits. Bien sûr, on peut considérer qu'ils sont sans doute un bon outil pour étaler une dépense ponctuelle, mais en écho à ce qui a été dit par Pauline Dujardin, par rapport à certaines publicités, c'est vrai qu'ils ne devraient pas, de notre point de vue, être présentés comme une solution pour faire face à des dépenses courantes, ni de façon plus générale être présentés comme quelque chose finalement de très simple et de faibles conséquences. Et à cet égard, le simple fait dans la future directive rénovée de les embarquer et de les énoncer comme étant des crédits est déjà un grand pas, puisqu'aujourd'hui on voit dans certaines publicités que ce n'est pas du tout présenté comme ça, et donc il y a tout un cortège de déclencheurs ou d'attention de la part des consommateurs qui ne sont pas forcément activés par le simple fait qu'ils ne sont pas présentés comme des crédits. Et je ne veux pas revenir après sur tous les sujets qui ont déjà été abordés par les différents intervenants sur les autres points qui sont embarqués dans cette directive. Simplement un point, ce que j'observe, c'est que certains acteurs français, des banques françaises qui commercialisent également des mini-crédits ou des paiements fractionnés, d'ores et déjà sur une base volontaire, appliquent un certain nombre de principes qui ne sont obligatoires que pour les crédits qui actuellement sont embarqués dans le champ de l'actuelle directive. Par exemple, consulter systématiquement le FICP avant d'octroyer de tels financements,
c'est peut-être basique en termes d'évaluation de la solvabilité, mais finalement, est-ce que consulter un fichier d'incident avant d'octroyer un nouveau crédit n'est pas simplement la base? Donc, on verra comment ça sera repris ou pas dans la future directive. Voilà, merci. Merci pour votre contribution. Merci d'avoir recontextualisé par rapport à ce que vous voyez à la Banque de France de l'évolution de la constitution des dossiers de surendettement, d'avoir rappelé cette possible conciliation entre marché dynamique et protection des consommateurs, et puis d'avoir rappelé des enjeux d'identification des prélèvements, de publicité ou des nouvelles formes de crédit. Voilà. Alors, on est exactement dans les temps, je suis super contente. Et du coup, je propose à présent que les associations prennent la parole pour poser quelques questions et auxquelles, en fait, les uns et les autres, enfin les trois experts, vous pourrez vous saisir. Voilà, alors je propose de commencer avec Mathieu Robin de l'UFC Que Choisir. Oui, bonjour à tous. Écoutez, déjà, merci pour cette invitation et évidemment, merci pour les intervenants qui sont déjà intervenus avant moi, qui ont rappelé des éléments essentiels. Et je prends aussi bonne note des éléments qu'a adressé Marc Bergerie, avec l'idée, avec évidemment l'aspect important à souligner, qui est le fait bien que la tendance économique est excellente dans la mesure où le taux de chômage diminue année après année et qu'effectivement, c'est sans doute cela qui explique principalement la réduction des taux de défaut sur ces crédits à la consommation, et avec l'idée aussi en tête que, et vous avez mentionné la loi Lagarde, l'idée en tête est bien que c'est aussi souvent l'ambition du législateur français, dès lors que la directive n'est pas suffisante, et c'était bien le cas en 2008, qui est aller améliorer le texte, s'agissant notamment du crédit revolving principalement. Ma question, et vous l'avez aussi un petit peu mentionné, c'était le fait de rappeler évidemment, qu'il y a nécessité, selon nous, à encadrer la distribution du crédit, et de mini-crédits, des paiements fractionnés. Nous avons constaté l'essor de publicités qui sont, selon nous, tout à fait poussées au crime, dès lors qu'effectivement, elles présentaient ces nouvelles offres comme étant des bonnes habitudes à prendre, comme étant sans jamais mentionner le mot crédit pour qualifier ce type d'offre. Alors même, effectivement, que s'agissant des tarifs, ces tarifs étaient pour le coup assez fréquemment excessifs, et c'est notamment ce qu'a récemment dénoncé, conjointement à ce que nous avions déjà indiqué, la CPR, dès lors qu'elle a constaté que plusieurs acteurs du marché pratiquaient des taux qui étaient très largement supérieurs à celui du taux d'usure. Et dès lors, ma question est très simple, puisque visiblement vous partagez nos constats, nos demandes. La question est très simple, de savoir si nous avons bon espoir que ces mini-crédits, ces paiements fractionnés en règle générale, soient bel et bien intégrés effectivement dans cette nouvelle directive. Alors, je ne sais pas si quelqu'un veut répondre déjà tout de suite. Cette question du périmètre de la directive, je crois que Olivier, il est complètement au fait et il sera le bon interlocuteur. Oui, c'est vrai que je suis le dossier de relativement près, on va dire ça comme ça. Alors, merci Mathieu pour cette question. Le débat est hautement politique par rapport à ces mini-crédits ou ces paiements fractionnés ou toute une série d'autres types de crédits d'ailleurs qui étaient jusqu'ici hors champ de la directive. Alors, oui, les propositions de la Commission ainsi que les travaux intermédiaires qui ont été faits par la Commission parlementaire IMCO en charge de ce projet de directive ont intégré des amendements qui font que ce type de crédit intègre le périmètre de la directive. Et ça, on en est évidemment très satisfait. Néanmoins, les débats en cours auraient tendance soit évidemment, une partie de l'industrie n'est pas forcément favorable. Et donc, il y aurait une tendance à détricoter ces intégrations. On ne sait pas encore ce que le résultat, à quoi ressemblera le résultat final. C'est aussi une des raisons pour laquelle toutes les actions actuelles pour effectivement porter la voix et porter ce souci auprès des personnels politiques est importante aujourd'hui, parce que les discussions ont lieu aujourd'hui, en ce moment même. Alors,
ce qu'on pourrait envisager, ce qui semble être en cours de négociation, c'est que pour certains types de crédits, mini-crédits, l'analyse de solvabilité serait moins exigeante. Et ça, cette réduction d'exigence nous inquiète beaucoup, dans la mesure où on a bien compris que ce n'était pas la taille d'un crédit qui posait le problème, et bien dans quelles circonstances on l'utilise, et si on l'utilise parce qu'on est déjà très très serré au niveau de son budget ou déjà avec un budget déséquilibré, ça peut être le crédit de trop. Et donc, quel que soit le montant, d'autant plus qu'on peut les cumuler, qu'il n'y a pas forcément de registre, enfin que l'analyse de solvabilité, si elle est vite faite, peut être très vite mal faite. Donc, d'autant plus que, et j'empiète un tout petit peu, mais la possibilité de faire des études de solvabilité rapides au niveau même d'un magasin, donc par rapport à ces paiements fractionnés, certains opérateurs de paiements fractionnés nous ont confirmé, et c'est publié dans un papier qui est sorti hier, nous ont confirmé qu'en moins de 60 secondes, on peut avoir une analyse de solvabilité sur les comptes en banque, qui est quand même d'une très haute tenue en termes de qualité, en moins de 60 secondes, à un coût inférieur à 1 euro. Donc, on est là dans une technologie qui permet aujourd'hui, même pour ce type de crédit, de faire du crédit de manière extrêmement responsable. Donc, ça devrait être la solution vers laquelle s'orienter. D'accord, merci. Donc, tout est encore en cours. Très bien. Alors, Mathieu, est-ce que tu avais une autre question ou bien est-ce qu'on passe à… Oui, tout à fait. Tout à l'heure, Olivier l'a très bien dit, hein, il y a encore des zones d'ombre s'agissant de cette directive et de son périmètre. Hein. Nous, une inquiétude que nous avons et que nous avons constatée, sur lesquelles nous avons dû communiquer, c'est sur la location de longue durée, donc sans option d'achat, qui pour le coup échappe selon nous à toute règle et qui ne permet pas, visiblement selon nous, une nouvelle fois, hein, aux consommateurs d'y souscrire en toute connaissance de cause. Il faut avoir en tête de quoi on parle. Hein, et si vous allez sur le site internet des professionnels qui proposent ce type d'offre, hein, je peux prendre l'exemple par celui d'un lave-linge, hein, qui au prix comptant va coûter 550 €. Et en réalité, quand on va avoir des offres qui vont proposer de prendre possession, de louer ce lave-linge sur 3 ans pour un prix de plus de 720 €, avec une idée donc évidemment en tête, hein, que ce prix à la location est bien supérieur à celui du prix comptant, et que évidemment aussi également pour le consommateur, un lave-linge, vous pourriez faire la même chose, hein, d'un micro-ondes, ce sont des besoins qui sont récurrents, qui sont durables, et il est évident qu'au bout de 3 ans, vous aurez toujours besoin de ce lave-linge. Donc notre question, notre interrogation, notre demande évidemment, hein, ce serait que dans la mesure où ce type d'offres sont bel et bien proposées aujourd'hui par des acteurs financiers, hein, qui proposent également du crédit à la consommation et qui, par cette location de longue durée, propose aux consommateurs un mode de financement qui est en partie comparable à ces offres, hein, et qui a l'avantage immédiatement pour le consommateur de présenter des montants des loyers qui sont largement inférieurs à celles d'un crédit à la consommation classique. Notre interrogation, notre inquiétude, c'est celle de voir se diffuser ce type d'offre qui, visiblement, selon nous, ne permet pas une nouvelle fois aux consommateurs d'y entrer en toute connaissance de cause, hein, sans avoir un affichage clair du coût total de ces loyers, du coût supérieur de ces loyers par rapport au prix comptant, et sans avoir notamment de respect de l'analyse de solvabilité et évidemment également de graves dangers s'agissant des frais supplémentaires dont devront éventuellement s'acquitter les consommateurs à la fin du bail. Et donc évidemment, selon nous, hein, notre souhait, et ma question est toujours la même, hein, de savoir si cette inquiétude, est-ce qu'elle est partagée parmi les orateurs, et si nous pouvons avoir un peu d'espoir que ces locations de longue durée soient bel et bien embarquées dans cette directive, ou à tout le moins par un autre texte, hein, puisque nous ne sommes pas les seuls à l'UFC Que Choisir parmi cette coalition à le souhaiter, puisque plusieurs rapports, notamment le rapport Chassaing en France et la Cour des comptes, avaient souhaité que ces locations de longue durée soient bel et bien mieux encadrées demain. Je vous remercie. Alors, est-ce qu'ici, quelqu'un est particulièrement au fait de l'écriture de la directive sur ces questions de location, hein, qui font fonction de crédit, où on voit bien que les frontières sont floues? Elles sont nettement floues en France qu'ailleurs, mais est-ce que ça fait l'objet de la directive, Olivier? Alors, en tout cas, ça fait partie de l'élargissement qui est souhaité par notre coalition. Donc là-dessus, effectivement, Mathieu, le Bureau européen relaye bien ces problématiques. On a relevé d'énormes problèmes dans toute une série de pays d'Europe par rapport à ce type de services financiers. Donc, on souhaite effectivement, et des propositions d'amendement pour l'instant ont été déposées qui vont dans ce sens,
clairement, là encore, il y a un gros débat et un gros lobby, comment je veux dire, de l'industrie, assez défavorable à l'intégration et au maintien de ces amendements dans le projet de directive. Donc, l'issue de cette, j'allais dire, de cette bataille n'est pas encore connue à ce stade. Et là encore, élevons nos voix pour les personnes qui souhaitent effectivement que ce soit intégré, pour que les hommes politiques en charge défendent autant que possible les amendements pour l'instant encore présents. Est-ce que Pauline Dujardin souhaite intervenir? Ouais, merci Hélène. Alors très rapidement, juste pour dire, je crois, à aujourd'hui, en tout cas dans le projet de directive de la Commission, je ne pense pas que ce soit intégré. Et en fait, c'est vrai que finalement, on parle de la LOA qui est intégrée, des mini-crédits, et tout ça, c'est un raisonnement finalement à contrario, parce que dans la directive de 2008, on excluait les crédits de moins de 200 € ou qui étaient payables en moins de 3 mois, et on excluait la LOA. Je parle sous le contrôle, ton contrôle, Mathieu, Olivier. Je ne crois pas qu'il y avait d'exclusion express de la LLD, de la location longue durée dans la directive de 2008. En tout cas, on partage les risques et on voit bien que, en tout cas, que ce soit par exemple dans le rapport Chassaing ou effectivement les différents rapports, c'est une problématique qui est en tout cas pointée au niveau politique, et on espère, là je parle pour les franco-français, que si ça ne se fait pas dans le cadre de la directive, ça se fasse dans un autre texte, au moins au niveau français. Juste pour réagir très brièvement, de mémoire, mais en tout cas, je peux le vérifier. Il me semble qu'aujourd'hui, dans des amendements déposés, l'intégration s'y trouve. Je pense qu'effectivement, ça n'a pas été exclu tel quel à l'époque, parce que ce n'est pas un crédit. Voilà, tout simplement. Donc, on n'a pas à exclure quelque chose qui, a priori, est considéré comme hors champ, parce que c'est une location sans option d'achat à la fin, et donc sans transfert de propriété. Donc là, effectivement, on va un peu plus loin, c'est-à-dire qu'on élargit véritablement le périmètre à quelque chose qui a toutes j'allais dire, les caractéristiques pratiquement du crédit, mais qui potentiellement, sur un de ces aspects, n'en est pas un, et donc n'était pas considéré comme entrant dans le périmètre. Donc voilà, le travail pour l'instant de plaidoyer pour l'intégrer existe encore, est toujours actif. Est-ce que là encore, ce sera ou non maintenu? La question reste ouverte. Très bien. Je propose que Thibaut Largeron, qui représente ici le réseau SOS Famille d'Emmaüs, en fait, c'est un réseau d'associations qui fait du conseil budgétaire, de l'avance, du microcrédit sur tout le territoire avec un réseau de bénévoles, propose quelques questions également. Merci Hélène. C'est très intéressant, donc j'ai pas mal de questions, mais je vais essayer d'être bref et de ne pas trop en poser. Mais tu l'as dit, nous, on propose des avances financières sans frais ni intérêt à des ménages qui nous sont orientés par des travailleurs sociaux, donc en situation de précarité monétaire. Et on voit l'importance de l'accompagnement, de l'écoute. En fait, les bénévoles passent des fois plus d'heures à écouter le ménage qui a besoin de raconter aussi son accident de vie, de retrouver des repères, que faire à proprement parler l'accompagnement budgétaire. Et donc, ma première question, c'était un peu, on a parlé tout à l'heure d'obligation d'accompagnement, donc qu'est-ce que ça impliquerait en fait dans la directive à date, et sur ces ménages vulnérables, je crois que c'est Pauline qui l'évoquait, mais comment on protège sans exclure, et en Europe aujourd'hui, vous le savez, mais un peu partout, il y a des zones à faible émission qui se mettent en place. Nous, les ménages qu'on accompagne, la mobilité, c'est le problème numéro 1 pour lequel ils viennent nous voir, pour lequel ils ont besoin d'une avance financière ou d'un microcrédit. Et est-ce que, du coup, dans la directive, c'est aussi pris en compte, bien sûr, de protéger, mais aussi de comment on peut favoriser ces ménages pour qu'ils aient accès peut-être à un véhicule propre, ce qui aujourd'hui n'est pas du tout le cas. Et ça passera peut-être sur d'autres, c'est peut-être beaucoup plus large que le crédit. Et aussi, un autre aspect que je voulais évoquer avec vous, mais c'était, on en a parlé tout à l'heure un petit peu, et ça ressort de la directive, mais l'importance de l'éducation financière. Et en France, nous, voilà, on travaille très bien avec la Banque de France, et je tiens vraiment à saluer le travail de la Banque de France, mais on voit qu'il y a quand même des trous dans la raquette, et on dit tout à l'heure, on connaît tous le taux d'usure, ce que c'est cette notion. Peut-être ici,
Mais nous, on le voit, et ça a été dit d'ailleurs dans l'enquête EduQI de la Banque de France, je crois on était à quasiment 60% des gens qui ne maîtrisaient pas la notion de taux d'intérêt en France. Et nous, on le voit sur les ménages qu'on accompagne, en fait, on fait aussi de la sensibilisation au budget auprès d'étudiants, boursiers, dans des missions locales. Et en fait, quand on fait une petite mise en pratique sur est-ce que cette personne pourrait avoir un crédit ou non. Et en fait, quand on présente une situation la première fois où on ne met pas les charges, on ne met que les revenus, tout de suite, bien sûr, cette personne peut avoir accès à un crédit. Et dès qu'on introduit la notion de reste pour vivre, là, ça change complètement. Donc, Pauline l'a dit, là, c'est pris en compte. Mais est-ce qu'il y a une volonté européenne d'aller plus loin dans l'éducation financière ? Est-ce que la directive va le permettre ? Est-ce qu'il y a une ambition forte ? Parce qu'on voit que même en France, où il y a quand même une politique dédiée, il y a encore beaucoup de lacunes de nos concitoyens sur ces notions de crédit, des différents crédits, ce que ça veut dire. Donc, voilà, je vais m'arrêter là. D'accord, merci Thibaut. Je propose que Pauline commence. Je sais qu'elle est en pointe un peu là-dessus. Elle a bien suivi ça sur la directive à date. On parle toujours à date. Et puis ensuite, peut-être qu'Olivier complétera à la fois sur les questions de crédit et mobilité, sur les questions de forme d'accompagnement gratuit et sur ce dernier point aussi d'éducation financière et de comment augmenter le niveau. Voilà. Merci Hélène. Alors déjà, la première chose, je pense, à pointer, c'est le fait que les microcrédits accompagnés, tels que Emmaüs, tels que nos réseaux en fait accompagnent, sont exclus de la directive. Ça, je pense que c'est important. Et par rapport à ta question, en fait, sur le fait et notamment sur cette transition énergétique, sur la transition des véhicules, alors là, je parle sous ton contrôle aussi, hein, Olivier, mais je crois que la directive prévoit justement d'aller peut-être d'avoir des obligations moins fortes en termes, je crois, de solvabilité pour la question des véhicules propres. En tout cas, de la transition énergétique au sens large, je pense qu'on rentre là-dedans. Après, je ne crois pas, mis à part de dire il faut adapter parce qu'il faut la transition écologique, je ne suis pas sûre que la directive ait à voir s'il y a des amendements dans ce sens-là. La directive prévoit réellement des garde-fous aussi pour protéger les populations. Alors après, là, je ferai un peu le lien aussi avec l'importance, je pense, pour les différents États membres de mettre en place, certes, le crédit, c'est une manière de financer ces véhicules propres, mais l'importance également pour les États membres d'aider, et là je parle d'aide sociale, pour l'acquisition de ces véhicules. Par rapport à l'éducation budgétaire, c'est un point qui est vraiment important. Alors, il est abordé par la directive, ce qui n'était pas le cas avant. Et moi, j'ai envie de faire un lien entre cette éducation budgétaire et puis le témoignage que tu nous donnais avec l'information liée au crédit. Comment des personnes qui n'ont aucune éducation budgétaire peuvent comprendre l'information. On parle de TAEG. Honnêtement, ce n'est pas quelque chose d'accessible. Et je crois réellement, alors pas forcément que dans le cadre de cette directive, mais je crois réellement qu'il y a des volontés au niveau européen de développer l'éducation budgétaire. Déjà, il y a la présence de l'éducation budgétaire dans la directive et c'est déjà une avancée. Après, je ne suis pas forcément convaincue qu'on arrivera à tout avec cet article sur l'éducation budgétaire. Est-ce qu'Olivier, en 30 secondes, tu aurais quelque chose à dire? Alors, en 30 secondes, certainement. Alors, la question d'éducation, le problème, c'est que la Commission n'a pas, dans son périmètre d'activité, de pouvoir en matière d'éducation. Donc, ce qui peut venir de Bruxelles en la matière, ce sont des vœux pieux et c'est aux États membres de prendre ça en charge. Donc déjà, c'est pour ça qu'au niveau bruxellois, je ne me concentre pas tellement et je ne mets pas toute mon énergie à ce niveau-là, parce qu'on passait un peu à côté du vrai sujet qui est
qu'est-ce qu'on peut faire à Bruxelles de faire avancer les choses et où a-t-on une plus-value. La question des solvabilités éventuellement plus ou moins exigeantes en fonction du type de crédit me paraît pas forcément une bonne idée dans la mesure où, j'insiste, des évaluations de solvabilité de qualité sont aujourd'hui possibles à un coût extrêmement faible et comment dire, très rapidement, qui prennent en compte vraiment des réalités individuelles des budgets réels. Donc, je ne comprends pas très bien aujourd'hui pourquoi on continue de parler de faire des études de solvabilité qui seraient moins bonnes. Ça n'a aujourd'hui plus de sens. Ça en avait avant. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas. Et cette directive entrera en vigueur dans 1 ou 2 ans, dans le meilleur des cas. On sera encore plus digitalisé d'ici là. Donc, franchement, passons à une ère nouvelle là-dessus. La question d'accompagnement, oui, là encore, une fois de plus, une directive qui donne des ordres aux États membres en disant sans financement, c'est toujours un peu délicat. Donc, on invite les États membres à mettre en place, j'allais dire, un dispositif d'accompagnement. Vont-ils le faire? Avec quels moyens? Là encore, on est un petit peu, quand je reprends la casquette du bruxellois institution, voilà, sont des vœux pieux. Je pense que ça montre une direction, ça montre un intérêt politique, mais il faut rester modeste sur ces aspects-là. Je ne prends pas plus de temps parce que j'ai très envie d'écouter les questions de Madame Collat. Merci. Du coup, j'en profite pour dire que tu as mis dans la discussion le lien vers le papier que tu évoquais sur les nouvelles façons de faire des études de solvabilité liées à l'open banking, pour le dire vite. Alors, on écoute à présent les questions du Secours catholique représentées par Geneviève Collat. Merci Geneviève. Bonjour, donc moi je parle bien ici en tant que responsable de l'accès aux moyens de paiement et à l'inclusion bancaire au Secours catholique Caritas France. Nous travaillons donc sur ce sujet depuis très longtemps en partant réellement des personnes que nous accompagnons de façon globale, et la question de l'inclusion financière est pour nous une vraie problématique. Les situations rencontrées par nos grands réseaux sont de plus en plus complexes, même s'il y a eu un travail depuis 10 ans très conséquent sur la question. Et il reste de nombreux points améliorés pour l'inclusion bancaire des personnes, en particulier les personnes valides et handicapées aussi, les personnes migrantes, les mineurs non accompagnés, les jeunes, et en particulier les personnes à faible revenu, les personnes isolées. Et c'est important de considérer en fait l'accès aux services bancaires, aux moyens de paiement dans les différents territoires de l'Hexagone et d'outre-mer, en considérant les besoins des personnes. Là aussi, sur ces questions, y compris de crédit, il faudra être attentif à ça. On alerte aussi sur l'importance de ne pas stigmatiser les publics dits fragiles. La société a tendance à pointer du doigt certains publics sur leur prétendue mauvaise gestion. L'idée véhiculée par certains que si les personnes en précarité ont peu d'argent, c'est qu'il est mal utilisé ou mal dépensé, est infondée. Et il suffit pour ça de voir les données de la Banque de France qui le présentent très bien. Concernant le crédit à la consommation, voici quelques propositions. Premièrement, c'est de réglementer le crédit à la consommation avec une attention particulière pour ces personnes en situation de vulnérabilité. Et on insiste sur le fait que ce sont souvent donc les personnes les plus vulnérables qui ont les crédits les plus élevés. Là, il y a quand même quelque chose à réellement travailler dans cette directive pour que, sans discriminer certaines personnes, on puisse proposer des crédits accessibles à tous selon leurs besoins, en évitant aux plus pauvres qui demandent des petites sommes de se retrouver avec des conditions, taux et frais usuraires. Donc là-dessus, on a une vraie question. Alors, c'est sur l'accompagnement des personnes en situation de vulnérabilité doit être réfléchi afin que ceux qui en ont le plus besoin aient accès au crédit. Et ça demande une solution spécifique pour aller vers les personnes en milieu rural, par exemple, la possibilité d'être renseigné aussi par des conseillers et que cette question en fait du prêt, du crédit puisse être vraiment connue avec une bonne information. La directive de l'Union européenne sur le crédit à la consommation devrait donc avoir pour objectif premier d'améliorer la vie de tous ceux qui aujourd'hui s'endettent parce que mal informés sur le coût réel, sur les organismes qui présentent une offre. Il y a aussi une question d'organismes en fait qui sont mal connus en fait. Les gens vont sur Internet, ils ne savent pas qui est-ce qu'ils ont en face d'eux. Les informations données aux consommateurs doivent être plus claires et compréhensibles pour que le crédit à la consommation puisse être un atout d'inclusion pour les personnes vulnérables. Tout consommateur doit pouvoir comprendre les conséquences financières en fait, d'un crédit. Et en général, emprunter coûte de l'argent, d'accord, mais dans le cadre de crédits qui semblent gratuits,
c'est aussi payant éventuellement si les gens ne payent pas. Et ça, c'est quelque chose pour notre public qui est très important. Cette information-là, elle est très mal donnée. Et les consommateurs, ils doivent pouvoir se rétracter facilement, quelle que soit la technique de vente utilisée. Donc, il faut fournir aux consommateurs en difficulté des solutions immédiates et personnalisées de conseils en matière de surendettement. Alors après, je voudrais insister sur le fait que mieux encadrer le crédit renouvelable permettrait aussi d'améliorer les choses et que pour cela, il faudrait que ce soit les prêteurs qui prennent des risques et non les clients qui s'endettent pour finir le mois avec un crédit renouvelable qui peut mener très souvent au surendettement avec des taux d'intérêt usuraires. Donc, transférer les risques sur les prêteurs, les rendre responsables avec des garanties pour que les personnes à risque puissent emprunter. Et il faudrait préciser les conditions acceptables par rapport à ça. Avec le développement ensuite des nouvelles technologies, d'Internet, etc., les données numériques sont de plus en plus utilisées et ça rend difficile d'exploiter le comportement, enfin, de plus en plus facile, pardon, d'exploiter le comportement des consommateurs pour leur faire signer un contrat de crédit à consommation pour un bien qui peut être tout à fait inutile. Et l'intelligence artificielle ne peut remplacer le dialogue d'un prêteur avec son emprunteur. Ça, c'est pour nous quelque chose de très important. Connaître non seulement le passif de l'emprunteur, mais aussi ses projets peut permettre d'avancer. Et puis, on voudrait insister aussi sur la limite des taux d'intérêt et leurs variations, ainsi que les frais, y compris les petits prêts, les prêts à court terme et à coûts très élevés qui mettent encore plus en difficulté les personnes que l'on rencontre. On a 3 convictions. Donc, les consommateurs doivent avoir accès au crédit sans discrimination. Ça, c'est quelque chose d'important. Que ce soit les antécédents médicaux, l'âge, le sexe, le code postal de la personne qui vit dans tel ou tel quartier. Le droit à la consommation est trop souvent bâti sur l'idée que le consommateur est en situation d'infériorité par rapport au professionnel avec lequel il contracte. Et si les risques étaient du côté des prêteurs, on avancerait. Et 3e conviction, le crédit n'est pas une solution pour tous les problèmes financiers et ne remplacera jamais les services d'aide publique aux consommateurs en difficulté sociale. Donc, une préoccupation qui correspond à une question subsiste pour moi par rapport à cette directive, c'est quand même le comment évaluer la solvabilité de l'emprunteur afin de permettre des frais responsables sans discrimination, ce terme sans discrimination, en évitant les idées reçues, celles que j'ai dit tout à l'heure, en prenant en compte les possibilités à venir de l'emprunteur et pas seulement son passif. Et c'est là que ce que vous avez dit tout à l'heure, Olivier, ne me satisfaisait pas complètement parce que c'est très bien d'analyser super bien les comptes bancaires des personnes, mais ça c'est pas forcément la totalité de revenus de personnes qui justement ont un travail peut-être pas complètement déclaré ou autre, mais ont quand même des possibilités et pour qui le crédit serait réellement un facteur d'inclusion. Et par rapport à tout ça, la deuxième question, c'est un peu quel est le rôle de la société civile et quels moyens on donne aux associations pour pouvoir accompagner correctement ces personnes quand on sait qu'aujourd'hui, c'est très difficile pour un bénévole du Secours catholique dans certains départements, par rapport à certaines banques, de pouvoir obtenir les relevés de compte d'une personne qui l'accompagne pour pouvoir travailler avec lui sur ses dépenses, etc. Donc, il y a voilà, une question aussi sur l'accompagnement, alors qui rejoint peut-être la formation des personnes, la formation et du CFI, etc. Enfin, tout ce qui est fait par rapport à ça aujourd'hui, mais qui va plus loin, à mon avis. Voilà, en gros. Merci Geneviève pour à la fois avoir présenté vos positions et des questions. Et donc, j'ajoute aux 2 dernières questions de Geneviève cette préoccupation sur l'exploitation des données numériques et est-ce qu'elle est mentionnée aujourd'hui dans la directive à date. Et je propose que c'est Olivier qui s'y colle pour commencer. C'est très gentil. Merci Hélène. Alors, par rapport aux données et l'analyse de solvabilité, pour dire les choses très clairement, le fait que dans la directive actuellement, dans le projet de directive et dans les amendements qu'on soutient, on se réfère véritablement aux données budgétaires des personnes, donc leurs différents revenus et le niveau des dépenses
notamment celle incompressible, est véritablement une avancée. Ce sont des données qui sont des données absolument pertinentes, qui sont d'une grande qualité pour l'analyse de solvabilité. Et comme vous le savez sans doute, l'analyse des mouvements en compte a toujours été, en tout cas en Europe et en matière de microcrédit, la seule manière de pouvoir bien travailler avec, dans le cadre de crédits sociaux. C'est la seule manière d'effectivement de pouvoir faire un travail sérieux et ajuster le crédit à la réalité financière des personnes. Ceci étant dit, cette concentration des informations à l'exclusion d'autres est également appelée par le superviseur de la protection des données européen. Donc, le superviseur a rendu un avis concernant le projet de directive présenté par la Commission et insiste sur le fait que le périmètre précis des données à utiliser pour l'étude de solvabilité soit clairement défini dans la directive, ainsi que le type de données à utiliser en matière de marketing. Donc, on va vraiment sur une mise en œuvre concrète du RGPD, enfin, selon moi, de manière adéquate. On définit les périmètres de données qui sont effectivement nécessaires et minimum pour faire le métier de prêteur. Alors, et ça, c'est d'ailleurs par ailleurs encore plus soutenu par un document qui a été publié par l'autorité bancaire européenne il y a, je pense, maintenant 2-3 ans. On appelle ça le Guideline for Credit Origination. Et en l'occurrence, comment je veux dire, cette publication détaille le type d'informations pertinentes pour l'analyse de solvabilité. Et dans l'annexe 1 ou 2 de ce document, je pourrais éventuellement le mettre à disposition, on détaille exactement le type de données à prendre en compte. Alors, peut-être juste une chose par rapport aux éléments que vous avez soulevé d'accès sans discrimination, d'accès large auprès des publics à des tarifs raisonnables. La réponse que moi je peux donner là-dessus, et il y a sans doute de la pratique, j'ai été un ancien prêteur, et comment dire aussi une logique de lutter contre les discriminations, c'est que les données budgétaires sont certainement les moins discriminantes. Elles parlent d'une réalité. Elles ne sont pas, comment je veux dire, connotées, elles n'ont pas tellement de couleurs. C'est vraiment une donnée financière. Après, toutes les données financières toutes les données disponibles sur un compte en banque ne sont pas toutes, selon moi, nécessaires, et certaines d'entre elles ne devraient pas être accessibles aux prêteurs. Il y a des données sensibles, si vous avez des soins de santé, si vous cotisez à un syndicat, il y a toute une série de données qui ne doivent pas être détaillées. Donc, dans la granularité des données mises à disposition d'un compte bancaire, selon moi, il y a un travail à faire pour être tout à fait aligné avec l'esprit du RGPD. Ceci étant dit, c'est véritablement la seule manière pour moi de proposer un crédit à des personnes avec des revenus faibles, pour lesquels il y a une capacité de remboursement, sinon pas de capacité de remboursement, j'espère que vous serez d'accord avec moi, pas de crédit. C'est de l'aide sociale à ce moment-là qui est nécessaire, pas du crédit. Par contre, à partir du moment où on a une capacité de crédit et on a un crédit qui est ajusté à la situation en termes de montant, en termes de coût, en termes de durée, on n'a pas plus de risques. Et donc, théoriquement, on ne devrait pas payer un crédit plus cher. Parce qu'à ce moment-là, on ne fait pas un crédit à des personnes précaires avec un risque plus élevé de défaut. Non, on a analysé le risque de manière adéquate avec des bonnes données. On a un très bon niveau de remboursement possible et on n'a dès lors pas besoin de pratiquer des taux plus supérieurs. Je m'arrête là, sinon je suis intarissable. Non, on n'a pas besoin de pratiquer des taux supérieurs, mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, les taux sont quand même très importants pour les petits prêts. Donc, est-ce que ça va, les petits crédits, est-ce que ça va bouger ou pas? Alors, on peut… Bloqué. Aujourd'hui, on a 3% quand on achète un appartement et 20% quand on achète un bien de consommation, quand on a un crédit pour un bien de consommation hyper utile et immédiat, quoi. Alors, moi, j'aimerais bien entendre peut-être M. Begri là-dessus, parce que ici, on parle du marché, de la régulation. Je pense que vous avez sans doute, en tout cas au niveau des principes, peut-être un éclairage intéressant à donner. Moi, ma première ligne de réponse serait
Ça, c'est vraiment les dynamiques de marché qui vont faire en sorte que, oui ou non, on aura une offre dédiée à des publics considérés comme peut-être pas les plus sûrs ou les donnant le plus de garanties. Et donc, en fonction de la maturité du marché, on aura ou non des opérateurs qui vont développer une offre adaptée pour ce public. Est-ce qu'à partir du moment où on veut faire plus que le marché, selon moi, on est déjà plus dans l'ordre de la force publique, en considérant que dans ce cas-là, il y a une plus-value sociétale et qu'elle mérite effectivement une intervention publique. Alors, je ne sais pas si Marc Bégri est encore là. Si, je suis encore là. Allez, c'est à vous, si vous le souhaitez. Je n'ai pas de vue particulière sur le sujet, hormis que, bon, il y a l'aspect microcrédit qui existe en France et qui peut-être, effectivement, comme le disait M. Jesselny, là, dans la plus-value sociétale, au-delà de ce que fait le marché par lui-même, et qui est un sujet sur lequel, effectivement, on souhaite le promouvoir, alors non pas au roubi et torpille, parce qu'il ne s'agit pas de faire n'importe quoi avec le microcrédit, mais simplement pour qu'un certain nombre de personnes qui sont exclues du crédit classique puissent, dès lors que c'est pour un projet, alors soit professionnel, soit pour quelque chose qui est plus personnel, mais ne serait-ce qu'acquérir un véhicule par rapport à ses besoins de mobilité, qu'évoquait Mme Collat tout à l'heure, puisse avoir, alors non pas un droit au crédit, un droit au microcrédit, mais au moins une possibilité supplémentaire de pouvoir accéder à ce financement. Et le microcrédit a cette caractéristique qu'il est accompagné. C'est quand même un élément important. Et donc, au-delà de cet aspect microcrédit, est-ce que les acteurs du crédit classique vont, enfin, les professionnels du secteur financier doivent développer ou vont développer quelque chose plus spécifiquement par rapport à des publics qui aujourd'hui n'ont pas beaucoup accès au crédit, bon, à voir. C'est de toute façon effectivement déjà souhaitable qu'il y ait une offre un peu pour le maximum de gens, mais en même temps, il faut rester attentif à ce que derrière les termes d'inclusion financière, il ne soient pas, enfin, des logiques purement commerciales ne soient pas uniquement à l'œuvre et n'aillent pas au-delà du but souhaité. Très bien, merci pour ce point. Je propose, pour terminer, pour pas qu'on déborde trop, voire qu'on ne déborde pas, prendre quelques questions qui ont été posées, alors soit dans le fil de discussion, soit dans l'onglet questions-réponses, et je vous invite plutôt à utiliser cet onglet. Alors pour commencer, on a eu quelques questions sur la façon dont la directive traite ou non les questions de fichage et d'usage des fichiers, positifs ou négatifs, surtout négatifs. Est-ce qu'il y a des éléments là-dessus? Est-ce que c'est laissé à l'appréciation des États? Est-ce qu'il y a des choses? Pauline fait oui, Olivier fait oui. Alors Pauline, tu veux prendre la parole? Très rapidement, en tout cas, la directive prévoit de ne pas toucher elle n'impose pas la consultation ou la constitution d'un fichier positif ou négatif, et je ne reviendrai pas sur le fichier positif, même si je pense que ce serait une bonne solution, mais ce n'est pas le débat aujourd'hui. En tout cas, elle n'impose pas, elle laisse une marge de manœuvre aux États de continuer à consulter les fichiers positifs ou négatifs, mais elle ne l'impose pas dans ces pays. Pour juste compléter la réponse de Pauline, la directive intègre une série d'éléments sur les fichiers nationaux, effectivement, qui tendraient quand même à une gestion de ces fichiers de manière peut-être un tout petit peu plus, de meilleure tenue, de meilleure qualité. On sait que dans certains pays, on n'a pas que des bonnes pratiques en la matière. Et donc, il y aurait des critères qualité, d'accessibilité qui semblent en tout cas être intégrés dans des propositions d'articles pour l'instant. D'accord, il y avait une autre question, je crois, sur on a parlé de l'usure, de la détermination d'un taux d'usure, ou de l'expression du prix en TEAG, etc. Il y a un intervenant qui se demande s'il est question de taux fixe ou de taux variable. Je ne sais pas si ça s'applique vraiment sur les crédits à conso quelque part en Europe. Si cet élément, il apparaît quelque part dans le projet de directive. Alors,
si je me permets éventuellement sur cette question-là, moi je suis d'accord avec en tout cas la personne qui soulève cette question, que c'est un sujet assez délicat. Dans les amendements que nous avons déposés, et dont certains, je pense, ont été retenus jusqu'à présent, on n'a pas véritablement… Donc, on sait que les crédits à taux variable ont provoqué des millions de catastrophes financières au sein de l'Union européenne. Pas tellement en France, même s'il y en a eu au niveau de prêts hypothécaires. Donc, on est effectivement là, pas dans du crédit consommation. Mais néanmoins, la question qui se pose véritablement, selon moi, c'est une question de principe. Si on impose, et c'est très bien, une étude de solvabilité à un consommateur au moment d'obtenir un crédit, il faut envisager que cette analyse de solvabilité, elle perdure, quelle que soit l'évolution éventuellement possible par un crédit à taux variable dans le temps. Si du jour au lendemain, le montant à rembourser double, évidemment, l'étude de solvabilité devient caduque. Donc, elle perd tout à fait son sens. Une des propositions que nous avons faites, alors là, il faudrait que je regarde pour voir effectivement dans quelle mesure elle est ou non toujours maintenue, c'est de vérifier que l'étude de solvabilité se fait sur une attente raisonnable d'évolution des taux par rapport aux potentielles évolutions donc des taux qui seront pratiqués et par là même la charge de remboursement. Selon moi, l'idéal aurait été d'imposer que l'étude de solvabilité se fasse dans les conditions les pires que le contrat de crédit envisage possible. Voilà, ça me paraissait une bonne manière de procéder, mais là, je pense qu'en tout cas, on n'y arrivera pas. D'accord, mais bon, et en même temps, ici, on est dans le webinaire français, on n'est peut-être pas concerné en France, à ma connaissance. D'autres éléments, en fait, il y avait d'autres questions. Désolée pour le côté questions-réponses, mais comme je suis sûre que tout le monde a faim, je le fais comme ça. Il y a une personne qui rappelle aussi que si l'étude de solvabilité qui est présentée par Olivier comme si facile à mettre en place, elle ne se fait pas forcément, c'est aussi parce qu'il faut l'accord du client. Et voilà, et du coup, je reformule ça de façon, est-ce que cette question de l'accord du client et les modalités de l'accord et de quoi on parle quand on donne l'accès à ces comptes, est-ce que c'est des choses qui vont être discutées dans le cadre de cette directive ou d'autres directives prochainement? Alors, j'ai un élément de réponse. Ce n'est pas forcément dans cette directive, effectivement, que les choses sont traitées. La Commission européenne travaille d'arrache-pied et met en place beaucoup de réflexions autour de ce qu'ils appellent en bon anglais le European Financial Data Space. Il sait que je participe à des réunions d'un groupe d'experts sur ces questions. La question du consentement est absolument centrale parce que bien souvent, on fait du consentement en fait une condition d'accès. Or, on n'est plus dans un consentement si, pour obtenir un service, on est obligé de donner son consentement. Donc, la question du consentement est vraiment essentielle dans ce point-là. J'aimerais souligner un point qui est très important et qui est difficilement audible aujourd'hui encore dans la part aussi bien du personnel politique que peut-être de certaines parties prenantes encore, c'est que les données à traiter, la granularité n'est pas obligée d'être 100% transparente. On peut décider de d'abord extraire les données du compte en banque, de les traiter par intelligence artificielle pour les nettoyer de tout ce qui ne devrait pas être visible et pas nécessaire à être visible à un prêteur, et puis seulement faire une analyse de solvabilité qui doit évidemment correspondre au business model du prêteur. Et le prêteur, grosso modo, lui, n'a pas besoin d'avoir accès à toutes les données personnelles du consommateur, mais uniquement le résultat de cette analyse de solvabilité. Donc, on pourrait très bien imaginer que des intermédiaires jouent le rôle d'accès aux données, traitement des données avec des filtres qui protègent véritablement la vie privée des consommateurs et fournissent une synthèse aux prêteurs. Donc, on peut découper les choses, c'est possible, ça existe déjà en France par ailleurs. Donc, ce n'est pas comme si ça n'existait pas, des boîtes privées l'ont mise en œuvre, et de manière, semble-t-il, pour autant qu'on ait eu accès à l'ensemble des informations, de manière relativement respectueuse de la vie privée des consommateurs.
D'accord, je propose encore une ou deux questions au maximum. Alors, la dernière qui nous est apparue, elle concerne les obligations d'information et de conseil des prêteurs. Est-ce que ces obligations, enfin, en tout cas en France, elles existent, est-ce qu'elles trouvent une place dans la directive européenne et est-ce qu'elles trouvent une place dans ce nouveau contexte où on n'a plus forcément de conseillers bancaires attitrés, où il n'y a plus forcément d'agence à côté de chez soi, où on n'a plus envie d'être bancarisé de cette façon-là, d'une façon ou d'une autre? Est-ce qu'il y a un enjeu là-dessus dans la directive, le conseil? Je regardais Pauline, éventuellement, je ne sais pas si sur ces points-là, toi, tu as un petit peu creusé ces questions. Sinon, j'ai Alors, deux, trois notions, mais j'avoue que c'est une partie de la directive que j'ai un tout petit peu moins suivie. on va essayer de faire ça à deux. Alors, Oui. donc oui, bah, l'obligation de conseil, elle est dans la directive. Et puis, alors, je dirais même un peu plus loin, et c'est vraiment important, je pense, c'est l'obligation de formation. Alors que ce soit de l'organisme ou de l'intermédiaire aussi, hein, de la personne. Après, je ne suis pas sûre qu'il y ait une vraie prise en compte des difficultés de la fracture numérique, du fait qu'effectivement, il y a de moins en moins d'agences sur le territoire. En tout cas, les contacts sont peut-être pas facilités. Et c'est vrai que la solution, c'est le numérique, on est d'accord, mais il faut... Et je ne crois pas que la directive ne prévoit de choses spécifiques pour les personnes exclues du numérique. Alors oui, pour compléter ce que dit Pauline, effectivement, il y a quand même beaucoup d'articles qui sont consacrés au type d'information, à leur présentation, à leur structuration dans l'offre qui est censée être faite aux consommateurs avant signature, au délai aussi théorique que la personne est censée disposer avant la signature du contrat. Tout ça, ça reste extrêmement compliqué, surtout si on se projette dans le monde numérique, effectivement, parce que comment les nouvelles applications Internet, l'usage d'un téléphone mobile vont permettre une compréhension claire des critères clés d'un choix. Là, je pense que la directive et les représentants des consommateurs ont beaucoup travaillé sur ces articles, ont beaucoup poussé à ce que les informations absolument indispensables soient fournies et de manière relativement claire. On n'a pas encore de langage standardisé, on n'a pas encore de critères arrêtés qui permettraient d'ailleurs à des projets d'éducation financière, de se concentrer non pas sur une masse énorme d'informations et de vocabulaire, mais sur voilà les 5 critères auxquels vous devez être attentif, voilà ce qu'il faut regarder en priorité pour le choix d'un crédit. Et à partir de là, on peut construire une éducation financière qui est quand même calibrée à des choses très concrètes. On en est encore loin, je le crains, et les éléments de format et de méthode d'accès à l'offre de crédit aujourd'hui, qui est démultipliée, va soulever, selon moi, encore beaucoup de questions, de problèmes et j'espère aussi à terme de solutions. Ok, bon, alors deux dernières questions, vraiment dernières, pour dépasser de façon très acceptable notre temps de parole. Alors, deux questions très différentes. Il y en a une qui concerne les questions de compliance et de conformité. Est-ce qu'il y a des nouveautés dans les directives? Et la deuxième, rien à voir, c'est est-ce que les prêts entre proches qui ont pu être encouragés dans certains pays pendant les confinements, est-ce que ces prêts entre proches, ils vont être quelque part, ils sont quelque part pris en compte dans la nouvelle directive? Ou est-ce qu'ils sont hors périmètre? Puisque la question du périmètre, on a bien compris que c'était un des gros enjeux. Alors, sur la deuxième question, c'est assez facile. Non, ce n'est pas repris et ça ne sera pas parce qu'effectivement, on parle de prêteurs professionnels et donc ici, on ne traite pas de ces questions-là. C'est des questions d'ailleurs qui avaient été étudiées en son temps et un intéressant rapport avait été publié il y a quelques années par Eurofond. D'ailleurs, ça, je pourrais éventuellement le mettre à disposition, qui traitait de ces difficultés notamment en cas de difficulté de remboursement. Alors, on se met en plus à dos sa famille ou ses amis, et donc il y a vraiment des impacts sociaux véritablement dramatiques. Donc, nous, en tout cas, ça, c'est hors champ. Concernant la question de la compliance, j'avoue que je ne comprends pas très bien le fond exactement de la question, et je n'ai pas regardé la question. Donc,
D'accord. Et Pauline, est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose? Je voyais Sur- Geneviève aussi qui opinait du chef sur la question des prêts entre proches. Sur le premier point, c'est vraiment une question importante, mais honnêtement, je n'ai pas vraiment de solution. Il faut quand même se dire que cette question de prêt entre proches, entre amis, dans la famille, c'est de toute façon de manière complètement informelle. D'ailleurs, on apprend souvent à nos bénéficiaires que non, on ne peut pas prêter de l'argent comme ça, sans rien. Donc, c'est une vraie difficulté. C'est une vraie difficulté. Alors, ça rejoint, peut-être de loin, mais ça rejoint aussi des grosses difficultés qu'on a avec de plus en plus de solidarité familiale et donc de budgets qui sont grévés par des aides. Je pense à des parents qui aident les gamins qui rentrent sur le marché du travail ou même plus. Hein, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup. On en avait discuté avec M. Béguéry, je crois, pendant une réunion en disant il y a un point sur les non-respects du plan de surendettement et qui ne peut pas vraiment être pris en compte par le juge, c'est l'aide familiale. Donc, malheureusement, en tout cas, ce n'est pas prévu par la directive. De toute façon, au vu du caractère informel, je ne vois pas vraiment comment on pourrait le réguler. D'accord. Écoutez, si personne n'est trop frustré, je propose qu'on arrête ici notre réunion. Alors, un petit mot pour remercier vous, déjà, d'être venus, d'avoir posé les questions, voilà. Les orateurs, oratrices, les discutants, et puis les membres de la coalition qui sont à l'origine de cette réunion. Un petit mot aussi pour vous dire que, voilà, mon PowerPoint remarche que le 27 et le 28 avril, il y a les mêmes séminaires qui sont organisés pour l'Allemagne et l'Italie. Donc, c'est l'heure française qui est indiquée ici. Et qu'on peut s'inscrire ou avoir des informations en se rendant sur le site Financial Inclusion Europe, association fondée par Olivier. Voilà. Eh bien, je vous remercie. Alors, on garde en tête, on garde les questions-réponses qui n'ont pas forcément toutes été prises à l'oral. On vous fera des réponses personnalisées, même si parfois, en fait, je ne les ai pas mentionnées parce qu'il s'agissait plutôt de remarques, en fait. Voilà. Et puis, voilà. Je vais m'arrêter là. Merci beaucoup. Bon appétit. Merci Hélène. Bonne fin de journée. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.